Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, vous avez bien digéré, tout se passe bien la première journée. Donc, deuxième conférence plénière côté e-marketing. J'accueille deux annonceurs emblématiques, vous pouvez les applaudir. Alors, j'accueille Virginie Rouby, qui est fondatrice et directrice de la division Contactologie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est les lentilles, chez malentille.com et aussi chez M6, du coup, elle va nous expliquer pourquoi. Et Jérôme Sutter, qui est vice-président marketing, acquisition et CRM Europe d'AssureOne. On peut l'applaudir aussi, on va dire que les premiers applaudissements, c'était pour Virginie. Et donc moi, je vais animer cette conférence, donc une conférence autour du programmatique. Alors, le texte original, c'était tout ce que vous allez toujours savoir sur le sexe sans jamais avoir osé le demander. On va plutôt s'intéresser au programmatique. Et donc, enfin, on a deux donneurs d'ordre, deux annonceurs. On n'a pas des prestataires, des consultants, des professeurs. On a des gens qui font du programmatique. On a des gens qui ont des expériences concrètes. Soit ils le font via agence, soit ils le font en direct. Ils vont pouvoir tout vous dire. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Ils ont bien préparé, ils se sont eus au téléphone, je crois, dimanche, ils se sont au téléphone pour bien parer. Donc, je vais les laisser bien sûr se présenter, introduire peut-être le débat. Qui sait ce que c'est que le programmatique? Levez la main. J'ai donc 127 personnes qui lèvent la main. Qui ne sait pas ce que c'est que le programmatique? J'en ai 461 qui ne savent pas ce que c'est que le programmatique. J'en ai quand même 32 qui n'ont pas levé la main. Donc, ils sont encore en digestion. Ce n'est pas grave, j'espère qu'on va les réveiller. Alors, Virginie, raconte-nous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton œuvre, tes enfants, tout? Alors, je ne vais pas parler de mes enfants tout de suite, on va attendre quand même la fin du pitch. Mais déjà, je me présente, Virginie Rouby. Alors, moi, j'ai un parcours digital du temps de la préhistoire, puisque j'ai commencé le digital en 96. Ça ne me rajeunit pas, désolée. Tu avais 12 ans. Presque, voilà. Je suis dans l'univers de l'optique. Donc, comme le présentait Hervé tout à l'heure, on a une société qui s'appelle malentille.com, qui est une société pure player en vente de lentilles de contact en ligne. Et on a deux marques. Donc, je représente aujourd'hui malentille.com et happyview.fr, qui est une société qui vend aussi en pure player des lunettes de vue en ligne. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ces deux marques? Juste par curiosité. Levez la main, malentille.com et happyview. Bon, j'en ai quelques-uns. Donc, malentille.com et happyview, on a uni nos forces donc avec deux domaines respectifs dans l'optique en 2012. Et on s'est rapproché d'un acteur un petit acteur de la télé qui s'appelle M6 pour toucher le public de façon plus en mass média, on va dire. Et donc, on a intégré le groupe M6 en 2013. Donc, voilà pour notre activité. Et puis, on va après rentrer dans le cœur du sujet. Je vais laisser Jérôme se présenter aussi. Tout à fait. Jérôme. Donc moi, de mon côté, donc je suis actuellement en fait directeur des opérations donc chez Assure Online, donc qui appartient au groupe AssureOne Group. Donc c'est un courtier opérant, c'est le premier acteur en assurance online en France depuis 1996 que j'ai rejoint au 1er février. Et puis auparavant, en fait, juste avant, j'étais donc directeur marketing acquisition CRM Europe chez Weekendesk, donc un acteur pure player vendant des week-ends en ligne, qui était anciennement Smartbox jusqu'en 2006 en fait, et qui ensuite est devenu un vendeur de week-ends en ligne. Donc ça, c'est pour l'actualité récente, et puis je vais illustrer avec justement des business cases assez concrets de ce qu'on a pu faire. L'une des particularités de Weekendesk, et ce que j'ai pu y faire, c'est qu'on a monté le deuxième, ce qu'on appelle Trading Desk, donc vraiment l'équipe qui va gérer les achats programmatiques, non pas via un prestataire agence, mais en interne. Donc le premier marque française à avoir internalisé ça, ça a été Air France. Et nous, on a été les deuxièmes, juste derrière. Donc du coup, on a une expérience à la fois d'opération via un tiers et puis vraiment une opération en interne.
Donc du coup, on a appris énormément de choses. Et puis, pour la petite histoire, j'ai monté ma première startup e-commerce en sortant de prépa en 2000. Après, je suis devenu média en Amérique latine. Je suis passé du côté agence, du côté consulting. Donc ça m'a permis d'avoir vraiment une vision globale de l'écosystème et de comprendre un petit peu qui fait quoi. Comme le disait Hervé en introduction, c'est souvent des agences, des prestataires, des sociétés de conseil, des solutions qui prennent les paroles, avec parfois un discours, disons-le, subjectif. Commercial. Voilà, commercial même, complètement. Alors que là, le but, effectivement, c'est de vous partager un petit peu toutes ces expériences après l'avoir vécu dans le dur, parce que le programmatique, c'est finalement assez vieux si on fait un historique. Mais au niveau des annonceurs français, c'est quelque chose qui émerge depuis finalement de petites années, quoi. Donc on va pouvoir vous partager tout ça. Alors, j'ai une première question peut-être pour Virginie, mais t'inquiète pas Jérôme, ton auras. Quelle est la différence entre RTB et programmatique? À chaque fois, on parle des deux. Finalement, est-ce que les gens connaissent Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Levez la main ceux qui connaissent la différence entre les deux. Ah, tu vois, Virginie, il y a 728 personnes qui t'écoutent avec une attention non dissimulée. Je vais essayer de vulgariser un peu, parce qu'effectivement, c'est un jargon qui peut voir un peu barbare, hein, RTB, programmatique, donc il n'y a rien de méchant. En fait, le RTB, on va acheter de l'audience qui va ressembler, on appelle ça des look-alike, qui va ressembler à notre propre audience. Donc on va tout simplement taguer nos sites. Avec ce plan de tagage, on va analyser le comportement de nos acheteurs. Ce comportement va être ensuite diffusé sur une plateforme qui va acheter de l'audience des espaces pubs en display, mais qui va simplement diffuser ces pubs au moment où elle va pouvoir matcher le profil de l'acheteur de nos sites avec un profil similaire. Alors ça peut être quelqu'un qui va s'intéresser je dirais au sport comme à l'actualité, quelqu'un qui va avoir un certain âge, un profil plutôt féminin, plutôt masculin. Enfin, on peut aller très très loin dans le comportemental. Et donc, avec cette analyse comportementale, on va diffuser les publicités de nos marques aux bons internautes et non pas simplement diffuser en masse. Donc, c'est vraiment une différence entre le display classique et ce qu'on appelle le RTB. Le programmatique, donc on pourra revenir un peu plus sur le RTB après, mais le programmatique, lui, va s'inscrire plutôt dans tout ce qu'on va faire pour programmer des interactions avec nos clients de façon ciblée. Je vais prendre un exemple concret sur ma lentille. C'est un produit qui est périssable. Au bout de X mois, en moyenne 4 mois, les clients ont besoin de nouveau d'acheter une nouvelle boîte de lentilles. Par contre, est-ce qu'on va s'adresser de la même façon à un acheteur qui est revenu 1 fois, 2 fois, qui a déjà acheté 4 fois, 5 fois chez nous? Est-ce qu'on va s'adresser de la même façon à un porteur de lentilles, je ne vais pas rentrer dans la technique des lentilles, mais de lentilles quotidiennes, mensuelles ou annuelles? Non. Et on va personnaliser, c'est un exemple de la programmatique, il y en a plein d'autres, on va personnaliser nos emails. Le programmatique, ça englobe aussi tout ce qui est personnalisation de site. Quand vous allez sur un site et qu'on va vous passer un message qui va être différent en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Si vous avez une CSP plus, une CSP moins, si vous êtes plutôt sensible à un produit ou à un autre. Donc ça, c'est le programmatique on-site. Voilà, donc on va parler en fait, il faut différencier, après je vais laisser rebondir Jérôme sur ces aspects-là, mais il faut différencier le programmatique, ce qu'on appelle on-site, ce qui va être des choses qu'on va faire sur nos sites pour personnaliser nos sites, et des choses qui vont être off-site, qui vont aller chercher de nouveaux clients. Donc ce qu'on appelle off-site. Donc c'est 2 aspects programmatiques différents. Jérôme, est-ce que tu peux compléter? Oui, tout à fait. La difficulté avec les termes comme ceux-là, c'est comme le terme big data, par exemple, voire le terme DMP. Vous avez peut-être entendu ces mots-là. Il y a des stands DMP et autres. C'est qu'il y a autant de définitions que d'acteurs. Donc effectivement, c'est ça qui rend la complexité. On ne va pas rentrer ici dans un débat sur le fait que justement cette opacité est un peu, je dirais, la source de revenus de nombreux acteurs qui cherchent à expliquer pourquoi c'est complexe et pourquoi il faut les payer pour qu'ils vous aident. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, l'idée c'est, pour reprendre un peu ce parallèle historique, parce que vu qu'il y a une partie de la salle qui est encore en découverte de ce truc-là, c'est de reprendre, effectivement de repartir depuis 1994. Donc 1994, la première bannière. D'accord ? À cette époque-là, vous achetiez en fait une bannière
des milliers d'impressions, alors plutôt à l'époque des millions d'ailleurs, d'impressions sur un site. Donc vous disiez par exemple, je veux que lundi prochain, je sois sur la homepage de yahoo.fr par exemple. Et donc là, vous aviez une bannière qui s'affichait. Vous n'aviez aucune visibilité sur qui allait la voir finalement. Vous savez juste que c'est les gens qui allaient visiter Yahoo le 24 janvier 1997. Et donc selon le volume d'impression que vous alliez commander, en fait, il y avait un compteur tac, qui tournait comme ça. Et puis quand vous aviez épuisé votre compteur, ça s'arrêtait. Voilà. Parfois, vous achetiez la homepage pour la journée. Et donc dans ces cas-là, ce n'était pas une question de nombre d'impressions, c'était toute la journée. Ça, c'était très bien pour les grands sites médias, on va dire, Yahoo, mais également Le Monde, les médias, etc. Et puis, ils se sont rendus compte, ces gens-là, que en fait, la particularité du web versus la télé, c'est qu'en fait, vous avez un nombre en fait, d'emplacements de bannières qui est extrêmement variable selon le nombre de visiteurs que vous avez sur le site en même temps. Je vais vous donner un exemple très bien. Très simple, si vous parlez avec Météo France, en fait, évidemment que le nombre de visiteurs attendus et effectifs entre un jour où il y a une alerte niveau 4 en Bretagne et le jour où il n'y en a pas, vous avez effectivement des écarts, parce que le jour où il y a une alerte, vous avez beaucoup plus de visites. Si eux, s'ils ont vendu que 1 million d'impressions, le 1 million est complètement à titre d'exemple, hein. S'ils ont vendu 1 million d'impressions mais qu'ils ont 3 millions de visiteurs, à ce moment-là, ils ont un manque à gagner de 2 millions d'impressions, vous voyez. Et c'est à ce moment-là où tous ces médias se sont dit « Oulala, il y a un décalage en fait entre l'habitude d'achat sur les médias traditionnels et sur le web, et donc il faut qu'on puisse vendre cet inventaire disponible. » C'est là où est venu le RTB. Donc il y a des couches techno qui sont venues, ce qu'on appelle des DSP, etc., qui vous permettent d'acheter à la volée, comme sur Google AdWords en fait. C'est-à-dire le RTB, Real Time Bidding, c'est-à-dire achat enchère en temps réel. Les ancêtres, en fait, c'est Google AdWords. Et donc ils ont mis en place ça sur les bannières. Donc à ce moment-là, on a commencé à faire du RTB, donc la possibilité d'acheter en temps réel, via des plateformes, en fait, des emplacements. Ça, c'est devenu la couche RTB. On a commencé à mettre un petit peu de data là-dessus et de pouvoir effectivement dire bah, moi, je veux essayer d'afficher que sur telle section du site, telles heures, tel jour, tel code postal, pourquoi pas, etc. Et effectivement, après, petit à petit, donc ça, on va dire, le premier DSP, c'est 1999, mais le début du RTB, réellement, c'est 2002-2003. Et à partir, en fait, finalement, de 2010, ils se sont dit oulala, mais il y a plein de choses qui s'appellent les cookies, les pixels. Vous savez, toutes ces choses-là, et on va pouvoir se nourrir de tout ça. En plus, c'est quand même très américain, c'est-à-dire autant en France, vous connaissez tous la CNIL, et avec ces fameux bandeaux, j'accepte, d'ailleurs on accepte sans lire, hein, c'est comme toutes les conditions générales d'utilisation. Mais aux États-Unis, c'est vachement plus libre en fait. Donc ça vient des US sur le fait de se dire on a une quantité de données disponibles qui est incroyable et on va pouvoir les utiliser de manière à mieux cibler. À ce moment-là, en fait, c'est là que c'est vraiment mis en place le programmatique, qui est donc cet achat de bannières en temps réel sur un système d'enchères sur lequel on va faire des ciblages en fonction justement de données qui sont collectées sur les sites. Voilà l'essence du programmatique à la base. Et nous, annonceurs, ça nous intéresse beaucoup, toutes ces données. La dernière couche qui est apparue là, dernièrement, alors dernièrement, c'est il y a déjà 5-6 ans quand même, hein, c'est le fait que les annonceurs, au début, ils taguaient comment leur site avec Google Analytics ou Xiti, pour les plus vieux d'entre vous, AT Internet et toutes ces choses-là. Eulerian, etc., Adobe Omniture, toutes ces choses-là. Et puis, mais ils ne collectaient pas en fait ces cookies, en fait, ces données, ils ne savaient pas qui c'était. Alors, sauf si vous alliez sur l'espace client, là vous saviez un petit peu plus, mais sinon ils avaient plein de visiteurs. On a commencé à pouvoir récupérer toutes ces données et donc associer en fait un visiteur à un cookie. Et toutes ces cookies, on les a stockés. Et en fait, désormais, on peut utiliser ces cookies puis aller voir des personnes, c'est mes fameux médias, alors via les plateformes hein, pour simplifier, mais aller voir ces médias en disant moi je veux toucher ces personnes-là, à ce moment-là. Et c'est exactement ce que disait donc Virginie, c'est à ce moment-là où on commence à faire du scénario en fait. Et le programmatique, au-delà de l'achat programmé, c'est surtout aussi de scénariser en fait les messages en fonction des clients de manière automatisée. Et donc c'est là tout l'enjeu. Et donc, d'où, à partir de ce moment-là, vous avez bien compris, on personnalise. Donc, c'est le Graal du marketing one-to-one, hein, ce fameux concept aussi maintenant qui paraît tellement vieux, mais qui était à la mode il y a 10 ans, dans lequel on va aller donner le bon message à la bonne personne au bon moment. On reprend cette expression, je crois, qui a 15 ans, et qui permet vraiment de le faire maintenant sur des emplacements bannières. Voilà un peu toute l'histoire de ce qui était les achats display, puis le RTB, qui est l'achat en temps réel, puis programmatique, dans lequel, en fait, pour faire simple, hein, vous rajoutez une couche de données sur cet achat en temps réel. Voilà un petit peu le panorama de ce qu'est le programmatique aujourd'hui.
Alors, d'ailleurs, aux États-Unis, la publicité RTB a dépassé en investissement, en volume d'investissement, la publicité display traditionnelle. Puisque comme vous le disiez, finalement, on achetait de la pub sur Internet comme on achetait de la pub traditionnelle. J'achetais, un magazine, 10 000 exemplaires, j'achète une pub pour 10 000 exemplaires, il y a 10 000 visiteurs, j'achète 10 000 visiteurs. Alors qu'aujourd'hui, on va acheter les 728 visiteurs qui nous intéressent, on va peut-être les suivre de site en site, on va les retrouver sur Facebook, et en gros, on va aller chercher les gens qui nous intéressent. Alors justement, cette nouvelle façon d'acheter de la publicité, est-ce que c'est du branding ou est-ce que c'est de la performance? Est-ce qu'on fait ça pour gagner en notoriété ou est-ce qu'on va aller chercher des ventes? Virginie. Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien mesurer ses enjeux marketing. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, sur une niche, par exemple, comme de la lentille de contact, aller dire « je vais aller faire du branding ». Parce qu'on a 3 millions de porteurs en France, donc on va chercher une performance héroïste. On va voir après comment, dans des cas pratiques, on va aller nous la chercher. Sur une marque comme HappyView, on a 2 Français sur 3, donc plus de 40 millions de porteurs de lunettes. On peut aller faire du branding, donc aller chercher et se constituer une image de marque. Alors, le branding, c'est un mot qui est vraiment à la mode aujourd'hui. On va dire, est-ce que je fais du branding? Est-ce que je fais du ROI? Faut pas se le cacher. Nous, annonceurs, qu'est-ce qu'on veut in fine? C'est bien évidemment que le branding soit aussi héroïste. Et ça, c'est valable pour tous les annonceurs. Alors, faire du branding, c'est juste se dire, bon, je vais aller capter une audience en diffusant ma marque de façon assez large sur la toile. Et donc, je vais plutôt m'orienter dans ce cas-là sur une stratégie marketing qui va plutôt être dans l'achat d'espaces pub de type RTB parce que je vais aller pouvoir capter beaucoup d'audience. Le programmatique, on va dire maison, personnalisation de site, etc., est plus héroïste et plus facile aussi à mesurer. On parlera tout à l'heure de comment on mesure tous ces leviers, mais c'est également plus facile à mesurer. Il est plus héroïste parce qu'il est plus direct. Dans les deux cas, je vais quand même avoir une recherche de ROI et de retour sur investissement. Sinon, je ne fais pas de branding, je ne fais pas de différence entre le branding et le ROI. Le but final est quand même d'avoir un retour sur investissement. Maintenant, il faut savoir quels sont mes enjeux marketing. Est-ce que ma marque et ma cible permet de diffuser largement, ou est-ce qu'au contraire, je m'adresse à une petite cible et que je vais devoir vraiment cibler de façon très finement une niche? Donc, une fois que j'ai posé mon diagnostic marketing et mon diagnostic de segmentation, je vais pouvoir réellement mettre les outils programmatiques qui vont en face. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont vraiment de type RTB, display, retargeting. Je pense que vous avez tous aujourd'hui entendu parler de retargeting. Le retargeting, il y a aujourd'hui beaucoup d'agences qui font du retargeting. Criteo étant aujourd'hui en France la plus connue. C'est une partie du programmatique également, le retargeting. Donc, est-ce que je vais aller diffuser en masse ou est-ce que je vais aller plutôt personnaliser et de façon plus finement parce que ma cible ne pourra pas correspondre à un public de masse. Donc, voilà en quoi je différencie héroïste ou branding. Alors, Jérôme, quel est ton point de vue? C'est vrai que dans le domaine des assurances ou dans le domaine du voyage, des week-ends, on n'est pas dans les mêmes intentions. On n'est pas dans les mêmes impulsions. Donc, comment tu as pu pratiquer dans le voyage et comment tu pratiques aujourd'hui ces campagnes programmatiques? Et est-ce que tu le fais dans une logique purement héroïste ou avec cette nécessaire attribution du branding? Alors, ayant opéré à la fois pour des marques internationales ou nationales très fortes et à la fois pour ce qu'on appelle des pure players, donc des e-commerçants ou des startups, on a tendance initialement, effectivement, quand on est e-commerçant, à préférer cette approche héroïste, donc de retour sur investissement, et à être plus dans la performance. Et moi-même, durant de nombreuses années, j'ai été picousé à la performance, à cette notion non, le branding, c'est de faire de la pub à la télé, c'est de faire du mass média, c'est pas pour moi, je n'ai pas les budgets ou pas l'envie, je vais aller plutôt sur de la perf. Donc c'était vraiment l'approche que j'ai eue durant de nombreuses années. Ce qui est assez intéressant avec le programmatique, enfin le RTB puis le programmatique, c'est que vous commencez à pouvoir faire des campagnes en fait, de visibilité sur le web à des coûts qui sont hyper concurrentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une campagne de visibilité sur Internet en France, on disait à mon époque, prendre l'Internet un jour, ça vous coûtera toujours moins cher qu'une campagne télé sur le câble ou de la TNT.
C'est-à-dire que vous avez la capacité quand même d'avoir une visibilité très très forte aujourd'hui en mettant même 50 000, 100 000 euros en une journée sur l'intégralité des gros médias français, voire 95-98%. Et même avec moi, même avec 20 000 euros selon votre cible, vous pouvez vraiment toucher tout le monde, quasiment tous les Français en fait, en une journée ou en 2 journées. C'est quand même une grosse nouveauté versus avant où on était obligé de passer après Canteloup et avant France-Espagne sur les Bleus, quoi. Donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté par rapport à avant. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on ne peut pas complètement dissocier le branding et la performance, dans le sens où le branding, donc, c'est plutôt cette notion de notoriété, hein, de se faire connaître. Et la performance, c'est de transformer derrière, tout de suite, de faire une vente quasiment immédiatement, dans les 24 heures, dans les 7 jours. Aujourd'hui, moi, j'ai tendance à parler de brandformance. C'est-à-dire qu'il faut à la fois travailler vraiment cet aspect branding, mais ne pas faire n'importe quoi. C'est pas lâcher les enveloppes comme l'ont fait les annonceurs, ils le font toujours d'ailleurs, en disant voilà, je balance 100 000 euros comme ça et puis je verrai où ça retombe. Il y a quand même une très belle phrase de fondateur d'une grosse agence de publicité qui disait toujours: ce qui est génial avec la publicité, c'est que je sais toujours 50% va à la poubelle, mais je ne sais pas laquelle. Donc, et ça continue à être un peu comme ça. Aujourd'hui, avec le programmatique, vous avez cette capacité à pouvoir suivre assez efficacement. Et puisqu'on parle de retour d'attribution-contribution, là on a un sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que en France, pour plein de raisons, on est les champions du last click. Alors qu'est-ce que c'est le last click? C'est-à-dire que vous regardez vos ventes, en fait, vos générations de leads, hein, vos inscriptions, vos devis, vos remplissages de formulaires, selon votre business model, vos prises de rendez-vous, etc. Tout le monde a son propre business model. Et vous en regardez sur Google Analytics, qui est une solution qui est gratuite. Donc c'est génial, tout le monde l'utilise parce qu'elle est gratuite, elle est plutôt bien pensée d'ailleurs. Mais quand vous regardez vos rapports de conversion comme ça, immédiatement, c'est hyper tentant, c'est une certaine ivresse au départ, vous avez ce qu'on appelle le last click. Qu'est-ce que c'est le last click? C'est-à-dire c'est le dernier canal qui a généré un clic pour arriver sur votre site. D'accord? Donc effectivement, vous avez fait une campagne AdWords, vous avez fait une campagne email, les gens ont cliqué dessus, ils arrivent sur votre site, est-ce qu'ils ont converti ou pas? Donc ça, c'est quand même ce qui régit le web depuis, grosso modo, 2004. Et on continue à le faire. Aujourd'hui, c'est une absurdité. Je dis souvent, le last click, c'est paléolithique. C'est-à-dire qu'il faut en sortir. Ça ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce que vous et moi, déjà, premièrement, je crois que vous avez grosso modo tous un smartphone. Vous avez surfé certainement au bureau, que ça soit permis ou pas, vous le faites quand même. Vous avez peut-être même une tablette à la maison, vous avez peut-être un portable, un PC, etc. Donc vous êtes ce qu'on appelle multi-device, c'est-à-dire que vous avez plusieurs appareils, vous vous connectez à différents moments de la journée. Nous avons tous l'extrême joie de surfer dans le métro parisien, par exemple, ou dans les bouchons. Donc à ce moment-là, il est très difficile techniquement aujourd'hui pour un annonceur comme pour une agence de ce qu'on appelle cookie matché. Alors je suis désolé pour tous les wordings, mais c'est un peu inhérent à notre truc, c'est-à-dire d'identifier que c'est la même personne qui a navigué sur mobile à 9h43 dans sa voiture, et à 11h12 dans son bureau, et à 20h07 chez lui. C'est très très dur d'identifier que c'est la même personne. Il y a certains acteurs où vous êtes obligé d'être logué, style vente privée par exemple, ou voyage privé, donc là ils savent, mais pour Virginie et moi, en fait, on est incapable de le savoir très simplement. Donc du coup, vous êtes obligé de prendre, si vous prenez en compte ce last click, vous allez perdre toutes en fait les connexions qu'il y a eu sur votre site avant, et vous allez prendre que celles de 20h12, alors qu'il ne serait pas venu à 20h12 s'il n'avait pas vu dans la campagne mobile du matin, voir s'il n'était pas revenu au bureau à la pause clope ou la pause déjeuner. Donc aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. L'autre point qui est extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas rester au clic. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous disiez, en fait, je vais faire une pub sur TF1 et je vais mesurer le nombre de clics. Bah, ça va être compliqué. Les gens ne cliquent pas encore sur la télé, alors c'est un truc qui est annoncé depuis longtemps, mais on ne le fait pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez la publicité à la télé ou dans votre magazine ou dans ce que vous voulez, et puis vous allez sur le site après, ou alors vous revoyez la publicité sur un site et là vous cliquez. D'accord? Donc il y a cet effet, ce qu'on appelle le post-impression. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, plus de 100 ans. Et donc à ce moment-là, c'est ce qu'il faut prendre en compte aussi sur vos achats display, ce fameux effet post-impression. Aujourd'hui, on est capable d'identifier qu'une personne a vu votre publicité le matin et que vous êtes revenu après. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand vous suivez le ROI justement de vos campagnes programmatiques, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le post-view, ou en français, l'effet post-impression.
de manière à pouvoir vraiment prendre du premier point de contact, qui soit un clic ou une impression, jusqu'au dernier point de contact, qui est là très souvent un clic en fait, avant l'arrivée sur votre site. Donc ça demande une réflexion, ça a l'air compliqué comme ça, je vous jure, ça ne l'est pas. Alors, C'est juste qu'il faut se poser les bonnes questions. Justement, le problème, c'est qu'un clic, c'est concret. On sait que l'internaute est allé visiter notre site marchand, notre portail, etc. Alors qu'une vue, moi, quand je suis dans ma voiture autour du périphérique, j'ai une cinquantaine de publicités. Comment l'annonceur peut s'assurer que j'ai vu Panasonic, JVC et toutes les autres marques? Alors c'est vrai que comme je passe souvent, je peux en citer quelques-unes. Mais donc comment on peut être certain qu'une pub affichée a été visualisée et que du coup elle a eu un impact pour le futur clic de cet internaute? Alors aujourd'hui, il y a une norme internationale qui a été éditée par l'IAB et le Media Rating Council aux États-Unis, le MRC, qui dit qu'en fait, premièrement, pour qu'une publicité soit considérée comme vue, il faut qu'elle soit affichée au moins 50% durant au moins une seconde. Donc quand vous faites vos scrolls comme ça, ou vos touch, comme vous voulez, et que ça a été affiché moins d'une seconde ou moins de 50%, elle n'est pas considérée comme vue. Ça, c'est le premier. Donc elle ne dépose pas un petit cookie. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il ne faut pas faire un post-view 30 jours. Parce qu'effectivement, la possibilité qu'il ait vu cette petite bannière à un moment donné et qu'il revient 28 jours après et que ça soit lié à la petite bannière qu'il a vue sur son mobile, voire dans Waze, pourquoi pas, tiens, à ce moment-là, etc. Non, non. Donc on met généralement un post-view, nous ce qu'on utilise c'est un post-view 24 heures. Je ne sais pas si vous utilisez. Voilà. Généralement on utilise un post-view 24 heures, ça veut dire que ce petit cookie qui a été déposé comme ça, il ne va s'activer en fait pour considérer qu'il a contribué que si dans les 24 heures vous êtes allé sur le site. Donc sur le site de l'annonceur. Donc voilà. C'est pas le Graal. Mais ça permet quand même déjà de faire des choses. Et puis, j'ai envie de vous dire, on est un peu schizophrène dans le digital, c'est-à-dire qu'on dit oui, mais en fait, est-ce qu'on est capable de mesurer vraiment? Excusez-moi, mais la télé, pour smart qu'elle soit, ne me permet pas encore de mesurer qui est allé faire une pause pipi à la mi-temps de France-Espagne. D'accord? Et qui était vraiment face à la télé. Et on s'en moque. C'est-à-dire, on ne va pas aller traquer l'individu. Bah, là non plus. Le digital a cette force de pouvoir traquer tout un ensemble de choses. On n'arrivera jamais à traquer 100% des choses. Mais en tout cas, opérationnellement, on arrive quand même du coup à identifier, même si ce n'est pas la vérité absolue, on va avoir au moins des indicateurs assez fiables de ce qui performe et ce qui ne performe pas. Alors, non. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, en fait, si on attend qu'il y ait du clic, effectivement, il y a des leviers qui se mesurent au clic. Une campagne AdWords, vous allez la mesurer au clic. Une campagne, on va prendre une campagne d'emailing, vous allez la mesurer au clic. Une campagne RTB, vous ne pouvez pas la mesurer au clic parce qu'en fait, vous diffusez des bannières et en fait, qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête de l'internaute? Il voit la bannière. Bon, il est sur un site, en train de réaliser une navigation, que ce soit une navigation de contenu, etc. Il va voir la bannière, mais il ne va pas se dire « Ah, super, je vais aller cliquer sur la bannière ». Non, il est en train de poursuivre sa navigation. Donc, il ne va pas cliquer immédiatement. Par contre, derrière, ce que disait Jérôme, ce qui est important, c'est est-ce que le fait qu'on diffuse cette bannière dans les 24 heures, est-ce qu'il va mémoriser suffisamment la marque pour revenir? Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est aujourd'hui capable, avec les DSP, donc les plateformes qui achètent ces espaces, de dédupliquer les internautes. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher que des gens qui ne sont encore jamais venus sur notre marque, qui n'ont encore pas du tout navigué sur nos sites respectifs, et on va aller chercher donc des nouveaux visiteurs. Donc effectivement, on va dire, on ne peut pas tout mesurer, mais la coïncidence pour qu'un internaute ait vu une bannière, qu'il ait vu donc plus de X secondes, donc il est quand même chargé, qu'ensuite, dans les 24 heures, ils reviennent sur le site, enfin, qu'ils viennent pour la première fois sur le site, sans que ça soit lié à nos campagnes, la coïncidence est faible. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'on le mesure. Et puis, après, derrière, il y a une stratégie aussi qui est tout à fait, là, pour le coup, très performance, c'est qu'on va mesurer l'implémentation de nos ventes et l'implémentation de notre trafic, tout simplement. Est-ce que quand je suis en campagne, je fais plus de trafic? Est-ce que quand je suis en campagne, je fais plus de ventes que quand je ne suis pas en campagne? Pour rebondir aussi sur un sujet qui nous tient à cœur, parce que vraiment, je rejoins, mais alors parfaitement, Jérôme, pour ce qu'il a dit sur la contribution. Aujourd'hui, on parlait jusqu'à présent de contribution.
d'attribution, pardon, de dire, bon, bah, voilà, aujourd'hui, une vente, je l'attribue à ma campagne RTB, je l'attribue à AdWords, je l'attribue à Criteo. Non, aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir. Qui, dans la salle aujourd'hui, va juste aller sur un site et finaliser son achat grâce à ce levier? Vous allez aller sur AdWords, j'imagine que bon, bah, y a plein de femmes qui achètent sûrement des chaussures, qui font du shopping, etc. Vous allez les comparer. Puis 2 jours après, vous allez revenir parce que vous allez avoir une bannière qui va vous dire « Ah bah tiens, les chaussures que tu as vues, là, elles étaient sympathiques. Reviens voir les chaussures. » Vous allez retourner, puis après, vous allez dire « Ah ouais, mais peut-être que je vais peut-être les comparer, ces chaussures, avec, sur les sites de comparateurs pour regarder si je ne peux pas les trouver moins chères ailleurs. » Donc en moyenne, aujourd'hui, ça c'est la moyenne en France, un internaute va passer en moyenne sur 3 à 6 leviers différents avant d'arriver sur la conversion. Donc on ne peut plus dire « j'attribue ma conversion au dernier acteur » parce que en fait, chaque acteur a son rôle à jouer. Si je demande à mon RTB d'aller me chercher des clients et de transformer en même temps, c'est qu'il ne joue pas son rôle. Par contre, si je demande à mon retargeter d'aller me chercher des clients, c'est qu'il ne joue pas son rôle non plus parce que lui, il est là pour retargeter les clients qui sont venus. Et parallèlement, je vais demander à mon retargeter de plutôt être en dernier levier. Mais sans mon premier levier, je n'aurais pas pu avoir cette vente. Donc, on va parler de contribution. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de mesurer la contribution. Alors, c'est un sujet qui est assez nouveau en France. On parle vraiment de contribution depuis 18-24 mois. Même si aujourd'hui, je suis persuadée dans la salle, il y en a encore beaucoup, et ce n'est pas une honte, qui mesurent encore en last click, faute de ne pas mesurer autrement. Mais n'ayez pas honte, à un moment donné, vous passerez aussi sur un autre modèle, c'est logique, et c'est inévitable. Il faudra de toute façon y venir, parce que vous ne pouvez pas attribuer la vente simplement. Donc le RTB, oui, en prospecting, on va aller chercher, oui, ça se mesure, et oui, on est capable de tirer de grandes performances. Aujourd'hui, le RTB, quand même, en France, pour rebondir sur ce que tu disais, ça représente, sur les achats publicitaires, ça représente à peu près 40%. Aux États-Unis, on est à plus de 50%, même 53%, 54%. Et ne serait-ce que sur les 12 derniers mois, le programmatique a fait plus que 60% de croissance. Donc, effectivement, on va s'adresser de plus en plus finement et on va arrêter de communiquer en masse et de délivrer des messages qui ne sont pas efficaces pour une partie de l'audience. Alors, on a beaucoup parlé de RTB et de programmatique dans une logique d'acquisition. Est-ce que ça sert aussi des programmes, des initiatives autour de la fidélisation et du CRM ? Est-ce que le CRM, c'est quelque chose qu'on traite à part ou est-ce qu'au contraire, on peut mettre de la programmatique dans son CRM ? Allez, Jérôme, comme ça on alterne. Oui, assurément. C'est-à-dire que effectivement, ce qui est quand même génial aujourd'hui, c'est que, bon, grosso modo, on a tous des CRM, alors soit avec des solutions qui sont des usines à gaz, soit voire même tout simplement ses propres données dans son back-office. Mais on sait en fait qui sont nos clients et on a très souvent leur mail, d'ailleurs, à minima. Rien qu'avec un mail, et si vous savez qu'il est client depuis X temps ou de tel produit, vous êtes capable aujourd'hui effectivement de lui envoyer des campagnes. Avant, vous lui envoyiez des mails pour lui dire bah, vous êtes client de ça et on vous propose aussi ça. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire ça également sur de l'achat programmatique. Ceux qui ont démocratisé, évangélisé ça sur le marché français, même mondial d'une certaine manière, mais concentrons-nous sur la France, c'est beaucoup Facebook en fait avec leur outil qui s'appelle Custom Audience, dans lequel vous allez uploader en fait vos bases email et vous allez dire alors ça c'est mes clients qui sont acheteurs VIP ou 5 étoiles ou de tel type de produit, etc. Je veux les retrouver sur Facebook. Et c'est assez simple, vous uploadez un fichier Excel, il les retrouve tout seul et vous allez dire bah, ces gens-là que j'identifie comme étant client 1, je vais leur faire la campagne 1. Vous allez uploader un autre fichier Excel, vous allez dire ça c'est mes clients 2, je vais leur faire une campagne 2, etc. Vous allez identifier des petits bassins comme ça. Donc ça, vous pouvez le faire en quelques clics et je vous invite à essayer parce que en plus, c'est vraiment simple et vous pouvez faire ça même sur 50 € si ça vous chante. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez évidemment faire la même chose sur du display à plus grande échelle et donc d'uploader ce qu'on appelle des audiences, souvent identifiées soit par des cookies, soit par des emails et de les retrouver en fait justement sur le web et de leur proposer des bannières. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très simple et vous êtes vraiment dans une logique soit d'upsell, soit de cross-sell.
soit d'évitation de churn aussi, hein, chacun encore ses business models, où là, je sais que statistiquement, il y a des chances qu'il me quitte dans 3 mois, c'est le moment de lui faire une petite campagne de fidélisation pour qu'il re-signe ou pour qu'il prolonge, etc. Et puis après, le Graal de ça, c'est les fameuses DMP, là, Data Marketing Platform, Data Management Platform, qui vous permettent d'automatiser tout ça. Alors là, vous n'avez plus de fichiers Excel à uploader ou de choses comme ça à faire vous-même, c'est-à-dire vous créez automatiquement des audiences dans un outil qui va ensuite vous permettre d'acheter directement via les fameux DSP, donc Demand Side Platform, qui sont les plateformes qui vous permettent d'acheter sur justement ces inventaires bannières. Et là, vous automatisez. Donc là, c'est le niveau 2 en fait. Au niveau 1, donc vous êtes dans la guilde des débutants, vous faites ça avec vos emails, et puis en niveau 2, vous commencez à automatiser tout ça. Je préviens, il y a une interrogation écrite à la fin de la conférence sur tous les termes techniques et autres acronymes. Donc notez bien tout et une bouteille de champagne offerte par nos 2 speakers sera remise à la personne qui a tout retenu. DMP, DSP, RTB, que des mots en 3 lettres. Alors, Virginie, le CRM chez M6, Malanty, HappyView, et le CRM avec de la programmatique. Alors déjà, effectivement, on va tout simplement familiariser le CRM programmatique. Je pense que vous en avez déjà tous vu. La fameuse relance de panier abandonné. Vous savez, vous êtes sur une page de panier, vous avez fait votre panier, et puis 3 heures après, 1 heure après, selon comment on le programme, vous avez une relance qui vous dit coucou, tu n'as pas fini ton achat, on garde bien ton panier, et puis en plus, si tu reviens, tu auras une incentive financière pour finaliser ton achat ou autre. Donc ça, ne serait-ce que ça, déjà, c'est du programmatique CRM. Donc ces aspects-là sont aujourd'hui assez connus. Ce que nous, on a essayé de faire, c'est d'aller pousser encore un peu plus loin. Donc on utilise ces leviers-là, de dire, bon, voilà, on va faire de la relance d'inscription. Celui qui s'est inscrit, qui s'est logué, mais qui n'a pas poursuivi sa navigation jusqu'au panier, on va déjà employer les premières couches du programmatique CRM, la relance de panier. Et puis on va aller plus loin sur la fidélisation, donc ce dont je parlais tout à l'heure, où on va personnaliser. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien on a de messages personnalisés. Quasiment chaque email qu'on va envoyer à chaque client, donc la client logué, puisqu'en CRM, on parle de clients logués, donc de gens dont on a capté l'email auparavant. Eh bien, forcément, on va pouvoir leur adresser, en fonction de leurs derniers achats, de leur navigation, etc., des messages ultra personnalisés. Donc, aujourd'hui, nous, on a envie de donner beaucoup plus d'importance aux gens qui sont fidèles. Il y a 2 stratégies. Aujourd'hui, il y a les gens qui vont acheter très cher leurs premiers clients, et puis après, vont mettre moins d'actions pour fidéliser leurs clients. Ça peut être valable dans un marché quand vous vendez du matelas, parce que du matelas, vous n'allez peut-être pas en acheter non plus tous les matins, tout dépend le business model. Mais quand on est sur un produit récurrent, il y a tout intérêt à partir sur une programmation qui va pouvoir automatiquement aller chercher chaque client en leur proposant l'offre adaptée. Donc il faut réfléchir sur son offre, sa propre offre, et se dire, voilà, le client qui est revenu 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, est-ce que je vais lui proposer la même chose que le client qui est à son premier achat chez moi? Est-ce que je vais le traiter de la même façon? Est-ce que je vais m'adresser à lui de la même façon? Est-ce que je vais mettre des incentives qui vont être différentes en fonction de chaque profil? Donc ça, on va le faire de façon, je ne sais pas combien on a de messages aujourd'hui, mais de façon quasi individuelle en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le CRM programmatique, donc qui part du panier abandonné dans la façon la plus simple à mettre en place, jusqu'à l'email personnalisé quasiment individuel. Donc voilà comment aujourd'hui on le fait. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait aussi Jérôme, alors on a parlé aussi beaucoup de comportemental sur les DMP. Alors moi j'ai une réserve encore, c'est-à-dire que soit on a sa propre DMP et on est capable de capter son audience avec ses propres data qui vont être ses data de navigation, comment un internaute va se comporter, sur quelle page il va aller, qu'est-ce qui va générer la transformation, etc. Et donc d'utiliser ses propres data pour pouvoir faire du test and learn, ce qu'on appelle encore un jargon un peu peut-être barbare, mais d'apprendre au fur et à mesure, de tester et d'apprendre au fur et à mesure avec ses propres data. Soit on a du partage d'audience en DMP. Donc le partage d'audience aujourd'hui, c'est de dire
Apple va partager ses données, M6 chez nous partage les données avec les membres d'M6, on partage nos datas et on peut aller sur les audiences de M6, sur les audiences internet d'M6, aller chercher des gens qui ont un comportement qui est quasiment similaire au nôtre et d'aller chercher donc sur leur DMP des profils similaires pour aller pouvoir capter de l'audience. J'ai encore des réserves sur ces points en partage d'audience sur les DMP. Autant je pense qu'une DMP interne est très fiable et c'est coûteux. Faut pas se mentir, c'est coûteux. C'est quand même un billet. Il faut quand même avoir une large audience pour le mettre en place. Autant le partage de DMP, c'est encore pas, à mon avis, à maturité. Il y a encore du travail à faire sur ces axes-là pour pouvoir arriver à vraiment le rationaliser et d'avoir un retour performant. Aujourd'hui, tous les tests qu'on fait, je ne dis pas que ça ne rapporte rien, mais ce n'est pas à un niveau de performance comme on a pu le connaître sur d'autres leviers dont on a parlé avant. Je ne sais pas quel est ton retour d'expérience là-dessus, mais... Ouais, une DMP aujourd'hui, c'est facile, c'est 100 000 par an. Voilà. Vous payez 100 000 € par an, vous avez une DMP en tant qu'annonceur. Alors évidemment, si vous êtes beaucoup plus gros, ça montera plus haut, mais disons que le ticket d'entrée, c'est 100 000. Donc là, c'est à vous de voir si en fait vous pouvez vous permettre ou pas de faire ça. Moi, j'en avais mis une en place chez Weekendesk. C'est assez intéressant, hein, c'est assez performant. L'intérêt, c'est que vous regroupez au même endroit l'intégralité des comportements. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez vos comportements d'achat ou vos comportements d'inscription. Là, vous commencez à agréger au même endroit le comportement évidemment de CRM, on va dire achat, inscription et autres, les comportements de navigation sur votre site, quelle page il a vu, combien de fois, avec quelle fréquence, etc. au bout des X derniers jours. Également les données comportementales d'acquisition. Tiens, il est venu par telle campagne de tel levier, puis il est revenu via tel site, on parlait des comparateurs et autres, etc. Donc là, vous allez en fait, agréger dans un seul endroit l'intégralité des comportements de l'internaute, qu'ils soient transactionnels ou juste navigationnels. Donc là, effectivement, ça commence à devenir très intéressant et vous commencez à automatiser. Sur l'achat, en fait, de data, ce qu'on appelle seconde partie. Alors là, je suis désolé, mais on va y aller. First, seconde partie. Donc first party data, c'est mes données à moi, mes cookies à moi. Third party data, c'est le fait d'aller voir Le Figaro, Le Monde ou qui vous voulez, de dire moi, je veux toucher des hommes de 35 à 55, vivant en PACA, ayant touché, je sais pas, ayant navigué sur les pages auto de tes sites. Voilà, là vous allez ou voir, moi voilà mes cookies, voilà des emails, je veux les retrouver sur le web, débrouille-toi. Donc là on va aller chercher la data third partie, donc troisième partie. Ça marche aussi très bien, il ne faut pas en abuser, mais vous pouvez faire des tests à ce niveau-là. Et après, vous avez la data seconde partie, donc la deuxième partie, qui est le fait de dire, en fait, moi, par exemple, sur de l'assurance, je vais aller voir un site d'auto, en fait, donc je sais pas, Auto Plus, par exemple, et leur dire, voilà, vous agrégez tout un ensemble de data sur vos clients, enfin sur vos, pardon, c'est pas clients, mais les gens qui naviguent sur vos sites. Moi, ça m'intéresse de toucher ces gens-là, et qu'est-ce que vous avez comme information? Et donc là, on va croiser, en fait, leurs données à eux, leur first à eux, qui est donc la seconde pour moi, okay, et croiser avec ma première à moi. Et là, on va 1 plus 1 égale 2, pour faire simple, et on va essayer de croiser tout ça et de faire des campagnes. Donc vous avez vraiment les trois volets. La first, c'est la vôtre. Les secondes, c'est en étant en partenariat avec des sites affinitaires, généralement. Et la third, c'est en automatisé via des solutions. Donc voilà, il faut jouer un peu avec tout ça. Faut faire attention à ne pas rentrer dans de la micro-segmentation, parce que le one-to-one, c'est bien, mais autant sur l'email, c'est assez facile de dupliquer à la volée tout un ensemble, autant sur des bannières, etc. Imaginez-vous créer 5000 bannières différentes avec 5000 messages. Voilà. Même s'il y a des solutions automatiques qui vous aident là-dedans, c'est souvent assez médiocre quand même. Donc du coup, il faut arriver à jouer. Voilà, et il n'y a pas de solution magique. Hein. Celui qui vous dit « moi, je vais vous trouver ma solution est la meilleure », c'est pas vrai. Il y a vraiment à chaque fois votre scénario, vos objectifs, vos enjeux, et vous devez adapter. Alors, on a parlé du coût d'une MP, donc 100 000 € par an. On a parlé de l'efficacité à la fois en acquisition et en fidélisation, donc du RTB, de la programmatique. Mais concrètement, ça coûte combien une campagne RTB? Donc déjà, on parle de milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros. Et concrètement aussi le prix de la publicité. Parce qu'il y a quelques années, acheter de la pub, on parlait en CPM, un coût pour 1000 impressions, c'était 100 €, 200 € CPM. Puis aujourd'hui, on parle de 0,5 €, 0,3 €. Donc
comment on fait aujourd'hui pour savoir quel est le bon prix d'un affichage publicitaire et combien coûte une campagne programmatique? Alors une campagne programmatique, le ticket d'entrée, il faut compter sur une campagne. Alors ça dépendra de l'audience et de ce qu'on va aller chercher, mais au minimum 5 000 € pour une campagne. Dans le temps, il faut compter qu'une campagne programmatique ne peut pas être en deçà de 4 semaines. Ça me paraît un peu court, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est une campagne programmatique? C'est derrière des algorithmes qui vont aller analyser le comportement pour pouvoir ramener et envoyer les messages aux différents internautes sur la toile les plus sensibles à votre offre. Donc effectivement, le temps que l'algorithme apprenne, il lui faut le temps de dire, alors voilà, celui-là, je l'ai bien ciblé, il est revenu, il va aller suivre les gens qu'il a captés dans l'audience, et puis il va aller les suivre. Donc, en deçà de 4 semaines, ça devient compliqué. Idéalement, c'est de la faire en fil rouge. Mais si vous n'avez pas les budgets pour, vous pouvez très bien lancer une première campagne programmatique pour un ticket de 5 000 € sur 4 à 5 semaines, et puis dire, je coupe la campagne, je laisse le plan de tagage pour que l'algorithme ne soit pas perdu, je laisse le plan de tagage sur mon site, et puis je reviendrai avec cette campagne. L'algorithme va quand même encore travailler pendant que vous êtes en off sur la campagne. Il ne va pas travailler forcément sur la conversion, mais il va travailler sur les visiteurs de votre site. Donc je peux laisser le plan de tagage et puis revenir en campagne programmatique 4-5 semaines après, de faire des pauses. Voilà, c'est à peu près le coût. Et on parle toujours en CPM quand même, c'est-à-dire que 5 000 €, grosso modo, oui, on va parler en 0,02 centimes pour les impressions qu'on va délivrer. Maintenant, en deçà de 5 000 €, ça devient un peu compliqué d'aller chercher quand même de l'audience. Donc, c'est à peu près le ticket d'entrée. C'est ce que Jérôme, je crois que dans les assurances, tout coûte un peu cher. Sur Google, on profite pas mal, tout ce qui est banque assurance. Ouais, c'est ça. Après, en fait, il n'y a pas de... Effectivement, alors je rejoins sur le fait de 5 000 € en ticket d'entrée pour tester, c'est pas mal. 10 si vous pouvez avoir le luxe de vous permettre 10 000 €, c'est très bien, mais 5 000 déjà, ça va vous permettre de jouer un peu. Ensuite, par rapport au CPM, en fait, il n'y a pas de CPM, je dirais, idéal, dans le sens où ça dépend tellement de votre business model, ça dépend tellement de la marge que vous faites, ça dépend tellement du panier moyen, ça dépend tellement de votre taux de conversion, ça dépend tellement du ciblage que vous avez. C'est-à-dire qu'effectivement, chez Weekend finalement, qui part en week-end, pas mal de monde, quoi. Sur l'assurance, vous êtes sur quand même des cibles un peu plus précises. Donc, en fait, plus vous allez affiner, plus le CPM va augmenter. Donc effectivement, un CPM, donc juste l'achat, parce que, encore une fois, le programmatique, c'est pas juste d'acheter du CPM, c'est de le faire simple, c'est une couche d'achat média où effectivement, vous pouvez acheter par exemple à 0,50 €, admettons, pour avoir un truc relativement quali, voire un peu moins, mais faisons des chiffres simples, 0,50 sur lequel vous allez avoir une couche de data éventuellement, plus une couche, j'ai envie de dire, de solutions. Et après, il faut quand même rémunérer les gens qui vont acheter, donc votre agence, si vous ne le faites pas en interne. Donc du coup, il faut le voir finalement comme quelque chose qui va tourner aux alentours de 1 € à 2 € du CPM, grosso modo, au départ. Mais par contre, si vous voulez aller toucher vraiment des CSP ou des gens extrêmement précis ou des cibles extrêmement précises, là, ça peut vite grimper. Mais en fait, j'ai envie de dire, vous en moquez, parce que plus votre ciblage sera précis, plus votre taux de conversion, votre taux de clic, etc. augmentera. Donc en fait, il n'y a pas de limite, tout simplement. On ne peut pas comparer, je ne sais pas moi, une entreprise qui va vendre des produits à 20 € avec quelqu'un qui va vendre un séjour ou des billets d'avion Air France Paris-Tokyo à 2 500 € aller-retour. On ne peut pas comparer. Donc chacun aura son CPM qui lui correspond par rapport à son business model. Mais effectivement... La meilleure façon d'appréhender, c'est plutôt de mesurer son CPA. De dire, à partir de, jusqu'à quel prix je suis prête à acheter un client. Et donc là, plutôt que de parler de CPM, on va plutôt parler de CPA. De dire, voilà, moi pour que ça soit rentable, je dois l'acheter 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, 30 €. Ça, on va le rentrer dans l'algorithme. Et l'algorithme va dire, ok, pour le budget que tu as mis par rapport au coût d'acquisition que tu es prêt à donner, alors on va essayer d'aller délivrer plus de puissance, délivrer plus d'impressions ou moins, d'aller chercher des profils plus qualifiés ou moins qualifiés pour pouvoir arriver à l'objectif qu'on va lui donner, qui est l'objectif de CPA, de coût d'acquisition. Je pense que le plus simple, c'est plutôt de réagir comme ça. À partir de combien je suis prête à payer un client? Voilà, c'est... Alors, on a parlé de CPA, de CPM, de DSP, de DMP, de RTB.
Il nous reste une dizaine de minutes. Vous avez 2 praticiens, 2 donneurs d'ordre. Quelles sont vos questions? Donc ce matin, c'était Jéroboam pour la meilleure question et Mathusalem pour la meilleure réponse. Alors, qui a une première question? Ici. Bonjour. Moi, je travaille dans un média. On s'intéresse en ce moment aux instant articles de Facebook. Et une des questions qui se pose, c'est évidemment la monétisation. Donc moi, je voulais savoir, vous, en tant qu'annonceur, est-ce que c'est des nouveaux formats que vous regardez, puisque ça fait un petit peu partie de la programmatique, et est-ce que vous y allez rapidement? Enfin voilà, quelle est votre position par rapport à ces nouveaux formats aujourd'hui? Alors déjà, on pourrait avoir un débat d'1h30 sur le fait que est-ce que Instant Article est du programmatique? C'est pas gagné. En tout cas, c'est une bonne question. Avant d'y répondre, c'est une bonne question. Ouais. Bonne question. C'est une bonne question. Ouais, d'une certaine manière, oui. Nous, évidemment, on disait toujours, il faut tester, faut regarder. Donc quand on a, la liberté de pouvoir être donneur d'ordre et d'opérer comme ça, on va aimer. Ce qui est bien, c'est le ticket d'entrée à 5000 en fait. C'est-à-dire, je suis pas en train de prendre un risque démentiel. Si je me plante, je perdrai 5000 € moins ce que ça m'a généré. Donc oui, tous ces nouveaux formats, etc., on va le tester. Par contre, il faut le faire intelligemment, avec les bons KPI de suivi, avec les bons indicateurs, en se mettant d'accord, etc. Mais oui, effectivement, tout ce qui est nouveau format, moi, je suis plutôt assez fan. On parle du native advertising, on parle du mobile, on parle de plein de choses aujourd'hui. Donc oui, tout ce qui est nouveau format sur les médias, s'il y a une proposition, par contre, si on nous dit pour tester c'est 40K, non, on ne testera pas, non, merci. Mais effectivement, si c'est abordable, oui, de mon côté, je sais que c'est des choses qu'on aime bien. Moi, je vais plutôt regarder sur l'audience en fait qu'on va avoir. Par exemple, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, les native ads, c'est un format qui est particulièrement adapté au mobile aujourd'hui. Donc, est-ce que mon audience, elle est mobile ou pas? On a tous un smartphone, mais est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de faire du cross-device? Ou est-ce que c'est de l'achat d'impulsion, c'est un achat réfléchi? Est-ce que mon audience est vraiment une audience privilégiée mobile ou pas? Donc le native ads, je ne vais pas forcément avoir le même comportement sur ma lentille, oui, sur AppyView, non. Voilà, donc ça dépend aussi de l'audience qui est derrière et des formats qui vont s'appliquer sur quel type de device on va pouvoir les activer. Donc, Ok, en tout cas, l'Instant Article, c'était aussi une question ce matin, donc ça a l'air de passionner les foules. Alors, une autre question. Ici. Une question à Bulle, on va voir. Bonjour, je travaille en régie au sein d'un média également. Et ma question, donc à travers le site internet, on a une partie de nos inventaires qui sont via le programmatique, c'est évident. Et je voulais avoir votre vision de l'avenir sur les autres médias en programmatique. Est-ce que vous savez si on entend parler un peu en télé, la presse, voilà. Et donc, quels sont les délais? Alors, nous, pour faire partie de M6, oui. Le programmatique TV va bientôt arriver. Donc le programmatique TV, ça consiste en quoi? C'est de diffuser les spots de pub aux bonnes personnes avec le bon message. Un étudiant va peut-être pas être intéressé par tout ce qui touche à la famille. Ou les pompes funèbres. Oui, bien qu'il y ait peu de pompes funèbres qui annoncent en télé. Mais voilà, donc du coup, oui, ça va arriver. C'est incessamment sous peu. Moi, je pense que c'est pas encore à maturité d'un point de vue technique. On a aussi besoin de pouvoir mesurer et de se rapprocher de médiamétrie, etc. Donc il y a encore des choses à faire. Mais d'ici 24 mois, on y sera. À mon avis, voilà. Donc effectivement, la programmatique dans la TV arrive à grands pas. Oui. Ouais, moi, ce qui m'intéresserait, c'est la programmatique radio beaucoup plus en fait. C'est-à-dire que de toute façon, la télé, c'est bien, mais il faut quand même un petit budget. À moins de 100K, on fait rien, voire rien du tout. Donc, alors que sur la radio, on est sur un média qui est intéressant parce qu'il est intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de gros tickets, on peut quand même toucher des audiences. Il y a c'est quand même assez affinitaire, on va dire comme ça, entre un Fun Radio, un Voltage, un RTL et un France Musique. On est quand même potentiellement sur des audiences un peu différentes.
Donc, et puis il y a toutes les radios régionales aussi. Donc il y a plein de choses à faire. Le seul problème que j'ai avec la radio aujourd'hui, moi, c'est que justement c'est pas assez agile. C'est-à-dire qu'il faut que je prévoie mes spots en amont, plus tout le truc, et puis il faut programmer. Enfin, c'est pas hyper. Enfin, c'est l'impression du moins que ça m'en donne quand j'essaie de faire de la radio, c'est que c'est pas encore assez agile à ce niveau-là. Donc oui, la programmatique radio, par exemple, à titre personnel, c'est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant. Et puis après, pour avoir moi été de l'autre côté, la presse écrite aussi, elle devrait vachement s'en inspirer parce qu'aujourd'hui, si on me fait croire qu'ils impriment encore à la Gutenberg leur magazine, j'y crois pas. Donc effectivement, il y a des choses à faire avec des emplacements de dernière minute plutôt que de faire de l'auto-promo et de faire plutôt des offres intéressantes sur des annonceurs qui aimeraient tester. Message est donné, notamment aux régies. Alors, il reste 53 secondes avant de clôturer cette deuxième conférence du Salon e-marketing 2016. Alors, une question, où ça ? Ici, je repars. Alors, il faut meubler dans ces moments-là, on meuble. Donc, Jérôme et Virginie donc, ont passé 2h30 au téléphone dimanche pour préparer cette conférence. Alors, on parle beaucoup de DSP, DMP, RTB, programmatique. Est-ce que justement cette nouvelle forme d'automatisation ne va pas remplacer l'humain pour effectuer ces tâches? Ou justement, est-ce que ça va créer de l'emploi et on va avoir de nouvelles compétences pour gérer tout ça? Oui, alors en tant que président de la France, je vous annonce que... Non mais... je veux dire, Moi, président. et on se pose plus ces questions dans l'industrie parce qu'elles ont plus de sens, et je pense que dans notre industrie, elles en ont pas non plus. Désolé, mais c'est-à-dire que ça va juste transférer les emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller voir beaucoup plus de... La machine va pas tout faire. Le machine learning, c'est bien gentil, mais à un moment donné, ça a quand même ses limites. Et puis tout le monde ne peut pas en bénéficier. Il faut quand même avoir une expertise. On dit souvent, les médias ont quand même l'expertise de leur audience. Moi, en tant que marque, je considère avoir l'expertise de ma marque. C'est normal. Je sais qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils achètent, etc. Les médias ont quand même tendance à avoir une expertise de leurs audiences. Donc, il y a un moment, il faut quand même en discuter. Et même si on peut programmer beaucoup de choses avec des cookies, avec des pixels, etc., derrière, c'est pas juste de l'exécution, c'est quand même beaucoup de réflexion. En France, on a quand même un paradoxe incroyable sur le digital, c'est qu'on a parmi les plus grandes agences de publicité au monde. D'accord ? Havas Media, Publicis, etc. sont quand même de gros fleurons français. Et pour autant, on a l'un des inventaires publicitaires les plus mauvais en France en termes de créativité digitale. Ce qui est un énorme paradoxe. Et là, ça sera jamais de la machine, c'est vraiment de l'humain. Donc, il y a quand même... on parle beaucoup de la data is queen, mais content is king. Et le content, c'est de l'humain. Et une bonne scénarisation, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose qui ne pourra pas encore être fait pour une machine. Donc ça va plutôt créer de l'emploi. On voit beaucoup de data scientists, on voit beaucoup de nouvelles compétences. On est juste en train de déplacer. Et finalement, vous regardez aujourd'hui les gens que vous recrutez côté annonceur ou en école ou côté agence ou côté solution, vous prenez des gens qui sont diplômés d'école d'ingénieur, des gens qui sont diplômés d'école de commerce, vous prenez des gens de tout type, etc. Et vous montez de plus en plus en compétences là-dessus, au lieu de faire du media planning à la papy, comme on faisait encore il y a quelques temps. Donc, c'est pas de la destruction, au contraire, c'est plutôt de la création d'emplois. D'ailleurs, on le voit, notre écosystème digital se développe quand même très fortement. Donc non, moi, la machine ne remplacera pas l'humain, ou du moins pas sur les tâches avec plus forte valeur ajoutée. Plus un. Alors, on va devoir conclure. Je voulais signaler que Jérôme Sutter a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'histoire et les prochains défis de la publicité digitale ». Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à l'acheter et à le lire. Donc, merci à vous. J'espère que vous avez appris des choses. Interrogation écrite, vous sortez une demi-page de papier et nous allons vous poser 5 questions. Non, je plaisante. Bonne fin de journée et on peut les applaudir effectivement. Et à demain pour les prochaines conférences e-marketing et relations clients.